Recording is about to start. Business money. Loris, excellente question. Bah, ça va être le sujet un peu du début du cours d'aujourd'hui. Donc, je te répondrai dans la foulée. Alors, on est quelle date aujourd'hui? On est le 10 février. Et vous êtes combien? Vous êtes 26. Ça reste stable. J'ai pas encore perdu des gens. Vous dites pas encore. De quoi? Comme vous le dites, pas encore. Pas encore. Oui, le pire, c'était que je crois quand je donnais cours j'ai donné 1 an cours en faculté de pharma, le cours de maths géné en pharma. Et le courant passait pas. Et à la fin, je crois qu'ils étaient 6 dans l'auditoire. Ils devaient être 180. C'était vraiment déprimant. Je me sentais seul. Bon, on démarre. Bienvenue pour 2 heures de joie. Donc, je vais simplement continuer le cours continuer le cours de ce qu'on avait fait hier. Je crois que c'était hier, je sais déjà plus. Donc je continue. Je sais qu'il y en a certains parmi vous qui sont vraiment perdus par rapport à cette matière, mais voilà, je vais quand même avancer et vous aurez l'occasion d'y revenir, de regarder le TP. Et si vous avez besoin d'explications supplémentaires, vous m'envoyez un petit message par Teams. Si c'est le soir ou la nuit, je vous répondrai par chat, et donc c'est pas méga pratique de répondre par chat. Si c'est en journée, je vous passe un petit coup de fil via Teams. Je l'ai fait ce matin avec quelqu'un, et vraiment en moins d'1 minute, c'était réglé. C'est-à-dire qu'elle avait une question, et en 1 minute, la question était réglée. En fait, sa question était très 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 pertinente, et était liée en partie à un problème de mon écriture. Donc, je vais vous montrer où c'était. C'était ici dedans, donc dans ce chapitre-ci. J'ai une sale écriture, c'est la vie, je suis désolé. Et donc, elle avait du mal à comprendre ma... Bon, je ne sais plus où c'était. Je ne sais pas si cette personne, elle peut peut-être me rappeler où c'était. C'était pas là-dedans. C'était... Donc, c'était ici dedans. Bon, je ne sais plus, mais j'enverrai un correctif. Mais donc, c'était un problème de lecture de mon écriture affreuse. Donc, n'hésitez pas à m'écrire. Ahmed, le week-end, pathétiquement, oui. Oui. L'autre option, c'est m'occuper de mes enfants. C'était l'exercice 1.13. Ah, c'est dans quel cours? Merci. Le premier cours. Vers la fin, l'exercice 1.13. Je trouve pas, c'est bizarre. Bon, écoute, on va pas passer des heures là-dessus, mais je retrouverai. De toute façon, je vais faire une liste des trucs qui sont mal écrits, et je vous dirai tout ça. Bref, je vais quand même continuer. Il est 14h08. Alors, donc, on a défini... Donc, vous devez avoir en tête la construction qui va être notre préoccupation première et qui sera l'outil de base pour tous vos cours suivants. Donc, tous vos cours, donc ce matin, je donnais cours en 3e, et la première phrase que j'ai dite, c'était soit oméga AP un espace probabilisé. C'est-à-dire, l'enseignement de ce cours-ci, on utilise dès le départ en 3e, et en stats, vous utilisez ça tout le temps aussi. Et donc, ne notez pas, je vais effacer tout ce que je raconte ici. On part d'un ensemble oméga. Ce oméga est quelconque, de n'importe quelle nature, et sur ces oméga, on a des notions d'événements. Et les événements, de façon générale, c'est une partie de oméga. Donc ça, c'est quelque chose que beaucoup d'entre vous trouvent totalement confusant, et c'est normal. Donc, par exemple, je vais peut-être vite refaire un exemple. Si mon oméga, ce sont des nombres entiers entre 1 et 5, les parties de oméga, ce sont des ensembles. Et donc, des exemples de parties, seraient par exemple un singleton. Ça, c'est un événement. L'événement, c'est je tire un 1. Un autre exemple, ce serait d'ensemble 1, 2, 3. Ça, c'est un autre exemple d'ensemble. Ce gars-là, est un élément de l'ensemble des parties. Et l'ensemble des parties collecte toutes les parties possibles et imaginables de votre ensemble. OK. Et ce qu'on va voir, en fait, c'est que, ce que je vous annonce, c'est que pour pouvoir faire des probas, ce truc-là, il est trop gros. Il contient trop d'ensembles. C'est trop difficile de travailler avec. Et donc, on va le remplacer par une notion un peu plus adéquate, mais terriblement abstraite,
d'événement qui est la notion de sigma algèbre. Et une sigma algèbre, ben, n'essayez pas de comprendre en fait, à ce stade-ci. Je crois que c'est juste trop compliqué pour vous de comprendre pourquoi on a besoin de ce truc-là. On le verra, on va le justifier petit à petit. Et donc retenez simplement qu'une sigma algèbre, c'est une collection d'ensembles. Donc une sigma algèbre, c'est une partie de l'ensemble des parties. C'est donc une collection d'ensembles qui satisfait 3 règles. La règle numéro 1, c'est que l'univers est dans cette collection. Règle numéro 2, si on a un élément de cette collection, son complémentaire est dans la collection aussi, c'est-à-dire c'est stable par complémentarité. Et la règle numéro 3, c'est que c'est stable par union dénombrable. Et je vous avais donné une autre définition qui était celle d'algèbre, et ça c'était stable par union finie. Et je vous demande de me faire confiance, ou alors d'aller sur le site qui est référencé dans les notes pour voir qu'effectivement, ce n'est pas la même chose. Stable par union dénombrable ou stable par union finie, ce n'est pas pareil. Et nous, on a besoin, pour pouvoir faire des probas, de stable par union dénombrable, donc union potentiellement infinie. Alors, on part d'un oméga. Sur ce oméga, on a l'ensemble des parties. On dit que oméga est équipé d'une sigma algèbre. Alors, Loris, tu me demandais, est-ce qu'on vous définit toujours une sigma algèbre sur oméga? Oui. Est-ce que c'est toujours la sigma algèbre des parties? Non. En général, on va équiper, on équipe le oméga qui nous intéresse de la sigma algèbre la plus petite possible, entre guillemets de nouveau. Et ça veut dire quoi la plus petite possible? Ben, on ne veut pas se trimballer trop d'événements. Si on ne s'intéresse qu'à certains types de comportements, ben, on ne va pas se trimballer tous les événements possibles et imaginables. Pourquoi? Ben, de façon pratico-pratique, c'est compliqué à encoder dans un ordinateur, par exemple. Et donc on va avoir besoin de... C'est ça, Kylian. Le système qui vient nous intéresser sera une partie de cet ensemble-ci, et qui sera la plus petite possible, et qui va quand même nous permettre de faire les calculs qui nous intéressent. Typiquement, on pourrait se dire, si je dois prendre la plus petite possible, je vais prendre la sigma algèbre triviale dont on avait passé la fois passée, c'est-à-dire celle-là. Ça, c'est la plus petite. Enfin, c'est même pas typiquement. La sigma algèbre triviale est la plus petite, mais elle sert à rien. Parce que si vous avez uniquement un événement, rien ne se passe ou tout se passe, vous ne savez pas vous poser de questions. Si vous lancez un dé, si par exemple vous allez vous intéresser que à la parité des dés, vous aurez besoin de mon dé me rend un nombre pair ou mon dé me rend un nombre pas pair, impair. Donc la sigma algèbre la plus petite doit contenir l'événement pair, l'événement impair, et puis c'est tout ce dont vous avez besoin. Et donc ça va nous mener à la définition suivante, qui est la définition de sigma algèbre engendrée. Définition. La définition combien? 1.25. Définition 1.25. Soit U inclut à P de oméga une collection d'événements. Une collection d'événements de oméga. On appelle sigma algèbre engendrée par U la plus petite. Excusez-moi, il y a quelqu'un dans ma maison qui fait beaucoup de bruit. Voilà. J'ai accroché des petits colliers électroniques à tous mes enfants, comme ça, s'ils m'embêtent, je peux faire une décharge d'ici. Ça n'a pas marché. On appelle sigma algèbre engendrée par U la plus petite sigma algèbre sur oméga qui contient U. Cette sigma algèbre est obtenue
par intersection de toutes les sigma algèbres qui contiennent U. Et on la note, et je vais utiliser cette notation très souvent, sigma de U. Donc je vous prends une partie de, je vous prends une collection d'ensembles sur oméga. Cette collection n'a pas nécessairement la structure de sigma algèbre. Il n'y a peut-être pas le vide, il n'y a peut-être pas le tout, il n'y a peut-être pas certains complémentaires. Et sigma de U, c'est la plus petite sigma algèbre possible qui contient U. Et on va peut-être faire quelques exemples. Exemple 1.26. Je vais commencer par un exemple, disons spécifique. Je prends un lancer de dés. Pourquoi je prends un lancer de dés? Parce que c'est une expérience facile, avec un univers pas totalement trivial. Donc oméga, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez pourquoi, on lance le dé, on a soit 1, soit 2, soit 3, etc. Les parties de oméga, c'est toutes les parties, donc c'est les singletons, les paires, les triplets, les quadruplets, les quintuplets, et le sextuplet, et le vide. Donc il y a 2 puissance 6 éléments dans l'ensemble des parties. Et imaginons que je prends U qui est l'ensemble qui contient 1, 2 et qui contient juste 1, 2. Donc j'ai un ensemble qui contient uniquement l'issue, uniquement l'événement j'ai un 1 ou un 2. Donc ceci n'est absolument pas une sigma algèbre, c'est juste un ensemble. Quelle sera la plus petite sigma algèbre qui contient U? Quelle est la sigma algèbre engendrée par U? Quelqu'un a une idée? Donc comment est-ce que je peux compléter ce truc-là pour en faire une sigma algèbre sur cet ensemble-ci? Déjà, on met oméga et l'ensemble vide. Excellent réflexe. Donc dès le début, pouf, on met oméga et l'ensemble vide. Donc on met oméga, le vide, et on met le gars en tant que tel, 1, 2, et ensuite? Et il faut rajouter le complémentaire de 1, 2. Et on rajoute le complémentaire. Donc je vois déjà qu'il y en a qui suivent. Tout le monde suit ça? N'hésitez pas à dire que non. Ok. Voilà, ici c'est en fait très facile. Si je prenais U tilde qui est celui-ci, alors je sens que je vais me perdre, donc je prends ça. Sigma de U, ce sera quoi? Donc on réflexe immédiat, on met oméga, on met le vide, on met ce gars-ci et on met ce gars-là. Oh, je sens que je vais pas y arriver. Je vais vous laisser faire parce que je crois que ça va être compliqué. Ensuite, qu'est-ce qu'on doit rajouter? On met l'union. On va déjà mettre l'union, très bonne idée. Ensuite, On met les complémentaires. oui, on va mettre tous les complémentaires dans l'ordre. L'ennui, en fait, c'est pas compliqué, mais il faut faire ça de manière systématique. Vous m'arrêtez si j'écris une bêtise. Hein. Ensuite, oh, c'est pénible. Ensuite, qu'est-ce qu'on met? On met toutes les unions. Mais ça devrait aller, ça, en fait. C'est pas fini. Ah, si, on a fini. Eh, cool. Je crois qu'on a fini. Vous le voyez? Est-ce que vous voyez tous l'exercice? C'est pas un exercice très difficile à faire, c'est un peu, je sais pas comment expliquer ça, mais donc on cherche. Et donc pourquoi c'est fini? Parce que si je prends, en fait, je dois avoir toutes les unions, tous les complémentaires, et puis c'est tout. Et donc ici maintenant, si j'unionise celui-ci avec celui-là, j'ai celui-là. Ça c'est idiot. Si j'unionise celui-là avec celui-là, j'ai tout. Celui-là avec celui-là, j'ai celui-là. Celui-là avec celui-là, j'ai celui-là, et ainsi de suite. Et donc on a tout le monde, je crois. C'est-à-dire qu'ici dedans. Tout ensemble a son complémentaire qui est inclus et toutes les unions sont dedans. Donc on est bon. Siam, tu avais une question? Non. Ok. Je crois que vous avez compris le principe. Hein. C'est pas méga intéressant à faire, c'est juste que c'est une construction qui va nous servir pour pouvoir avancer efficacement dans la théorie. Je vais peut-être faire un autre exemple plus compliqué, enfin plus abstrait. Je prends oméga quelconque et je prends A une partie de oméga.
Donc pour rappel, ceci est équivalent à dire que A est inclus à oméga. Cette phrase-là a le même sens que celle-là. Je sais que c'est confusant, mais c'est comme ça. La sigma de A, c'est quoi? Quelle sera la plus petite sigma algèbre qui contient A? Oméga, ensemble vide, A, Oméga, ensemble vide, A, AC. A complémentaire. C'est tout. Alors si j'ai... Ouais, etc. Vous verrez la suite au TP. Donc, vous comprenez le... Enfin, j'espère que vous comprenez le principe. Petite remarque ou proposition ou juste exemple. Soit U une sigma algèbre maintenant, donc pas juste une collection de parties, mais une sigma algèbre sur oméga. Quelle est la sigma algèbre engendrée par une sigma algèbre? Quelle est la plus petite sigma algèbre qui contient une sigma algèbre? Elle-même. Elle-même. Ok. Et donc là maintenant je vais pouvoir répondre encore mieux à Loris. C'est que donc, mon exemple est fini. En pratique, donc dans ce cours-ci, et dans en fait la plupart des cours que vous aurez qui utilisent ce genre de choses, on a deux situations qui reviennent tout le temps. Donc situation 1, oméga est dénombrable. Est-ce que vous vous souvenez de ce que ça veut dire, être dénombrable? On peut l'associer chaque élément à... C'est une bijection entre ce groupe et N, l'ensemble naturel. Exactement, parfait. Un ensemble dénombrable s'il est possible d'effectuer une bijection entre les éléments de cet ensemble et l'ensemble des naturels. Donc c'est fini ou infini dénombrable. Si votre oméga est dénombrable, alors la sigma algèbre, toujours la sigma algèbre que nous allons prendre dans ce cours, c'est la sigma algèbre des parties. Toujours, on prendra toujours celle-là. Donc on n'a pas besoin d'une autre. Sur un ensemble dénombrable, donc chaque fois qu'on fera des situations où on a un ensemble dénombrable, on peut se trimballer l'ensemble des parties parce que c'est gros, mais c'est gérable. Situation numéro 2. Oméga, c'est R. Et là, si vous travaillez avec oméga qui est R, je ne sais pas si vous avez dû faire ça en analyse, mais je ne sais plus très bien. Moi, je me souviens que c'était en tout début d'année et que je n'avais juste strictement rien compris quand on avait fait ça en analyse de mon temps. On avait construit les intervalles avec les coupures de Dedekind. Je ne sais pas si vous avez vu ce genre de choses. Je crois que maintenant, on ne fait plus ça. C'est tant mieux. Mais est-ce que vous vous souvenez de ce que c'est un intervalle? Et est-ce que vous voyez en quoi l'infini des réels n'est pas le même que l'infini du dénombrable? Vous avez vu ce genre de choses? Et donc, il n'est pas possible de dénombrer les éléments de R. C'est un autre infini. Il n'y a pas de bijection. Quelque part, pour le voir, c'est assez facile. Si on pourrait se demander, tiens, quel est le premier réel après 0? C'est pas 0,1, c'est pas 0,01, c'est pas 0,001, il n'y en a pas. Il n'y a pas de premier réel après 0. Donc, c'est l'infini du continu. Sur oméga égale R, bien entendu, on peut définir P de oméga, qui est l'ensemble des parties de réel, mais c'est pas du tout, c'est pas une bonne sigma algèbre, parce que, mais bon, ça c'est vraiment pour ceux d'entre vous que ça intéresse, ceux qui ont bien compris tout ce que je raconte jusqu'à présent et qui ont envie d'aller voir plus loin, allez voir sur Wikipédia, il y a pas mal de choses assez rigolotes. C'est que si vous prenez l'ensemble des parties de R, vous allez vous retrouver avec des ensembles qu'on ne pourra pas mesurer. Il existe des ensembles ici dedans, dans les parties de R, auxquels on n'arrivera pas à associer de mesure. Et donc là, on rentre un peu dans le domaine de la logique, et c'est une question de axiome du choix, pas axiome du choix. Si on a l'axiome du choix, alors on peut construire des ensembles qui n'ont pas de mesure, et on rentre dans un monde très très bizarre.
Donc la sigma algèbre des parties, je vous conseille de googler ensemble non mesurable. Et je sais plus, mais je suppose que Wikipédia peut vous donner une explication assez claire et assez limpide de comment on construit un ensemble non mesurable. C'est un peu tordu, mais en fait, ça suffit pour faire capoter toute la théorie d'intégration qu'on voudra faire. Donc ceci n'est pas bon. On ne peut pas prendre ça parce que c'est trop gros. Et donc on va plutôt utiliser une autre sigma algèbre. Et c'est pour ça que j'avais besoin de vous définir la notion de sigma algèbre. C'est que, évidemment, on va vouloir travailler avec les réels, évidemment, mais sur les réels, on ne peut pas prendre les parties des réels. Et donc on va travailler avec une autre sigma algèbre. Et celle-là, elle va revenir tout le temps. Donc tout le temps, dans tous vos cours qui feront un peu de stochastique, c'est la sigma algèbre, donc définition combien 1.27, 1.27, c'est la sigma algèbre de Borel, Émile Borel. Sans blaguer, je crois qu'il avait 12 ans quand il a inventé ça. La sigma algèbre de Borel sur R. Non, je blague, c'est pas vrai, il n'avait pas 12 ans, mais il devait être archi jeune, il devait avoir vos âges à peu près. Bon, je trouve pas vite comme ça sur Wikipédia. À vérifier, mais oui, je crois que c'est dans sa thèse. La sigma algèbre de Borel sur R, c'est quoi? Bah, c'est la sigma algèbre B avec un B calligraphié. On met souvent B de R, mais même souvent on met juste B. Moi, je mets souvent juste B tout court. Donc A, c'est une sigma algèbre quelconque. Et dans mes notations, quand j'utilise un B, je signifie très précisément la sigma algèbre de Borel. Et c'est quoi la sigma algèbre de Borel? Bah, c'est la plus petite sigma algèbre possible qui contient tous les ensembles sur lesquels on va vouloir travailler. Et donc c'est la sigma algèbre engendrée par l'ensemble des intervalles sur R. Donc ça, c'est pas hyper précis. Et donc je mets ça entre parenthèses, et je vais spécifiquement vous dire que je prends la sigma algèbre engendrée par l'ensemble de toutes les demi-droites de cette forme-ci. Donc c'est la sigma algèbre engendrée par l'ensemble de tous les intervalles de R qui sont de la forme demi-droite, ouvert en moins l'infini, fermé en X. Vous voyez l'idée? Donc vous avez votre droite réelle, vous considérez tous les intervalles, de moins l'infini jusqu'à 0, de moins l'infini jusqu'à 1, de moins l'infini jusqu'à pi, de moins l'infini jusqu'à moins pi, de moins l'infini jusqu'à 1 milliard, tous ces intervalles-là, et vous prenez la plus petite sigma algèbre qui contient ceci. Ok? Cet ensemble ici, bah, c'est une sigma algèbre, et c'est la sigma algèbre engendrée par toutes les unions, intersections complémentaires d'intervalles de cette forme-ci. Et c'est cette sigma algèbre-là dont on va se servir pendant, en fait, vous allez vous en servir pendant 5 ans maintenant. Et puis pour ceux d'entre vous qui iraient faire un master complémentaire, vous vous en servirez encore pendant 2-3 ans, et puis après, encore après. Et donc vous allez consacrer une grosse partie de votre cours de 3e année à la construction et à l'étude de cet ensemble-ci de manière beaucoup plus rigoureuse que ce que je vais faire. Parce que moi, je vous donne la définition et on va intuiter des choses dessus, mais on ne va pas aller très loin. Les éléments de cette sigma algèbre, on leur donne un nom. Donc c'est la sigma algèbre de Borel ici. Et les éléments de cette sigma algèbre, donc ça je peux effacer. On les appelle sont appelés des boréliens. Vous n'arriverez pas à trouver un seul article de stats ou de proba qui ne parle pas des boréliens ou de la sigma algèbre de Borel.
C'est à ce point-là crucial pour tout ce qu'on cherche à faire. Alors, par extension, si I inclus à R est un intervalle, on note B de I la sigma algèbre obtenue par intersection entre B de R et I. Donc vous regardez la sigma algèbre sur les parties de votre intervalle I. Alors peut-être un petit exemple. Exemple 1.28. Donc à nouveau, il n'y a pas grand-chose à comprendre dans cette définition, il faut juste l'accepter. Et par contre, il faut savoir jongler un peu avec. Donc exemple 1.28, l'intervalle ouvert 0, 1 appartient à la sigma algèbre de Borel. Vous voyez ça? Est-ce que vous voyez comment on peut obtenir l'intervalle? Donc on sait que tous les intervalles de la forme moins l'infini x sont dans la sigma algèbre de Borel. Est-ce que quelqu'un aurait une intuition sur le fait que l'intervalle ouvert fermé 0, 1, donc si je dessine, ma droite réelle elle est ici, mon 0 il est ici et mon 1 il est là. Et donc je mets une petite boule ouverte pour signifier que c'est ouvert, que c'est pas compris, et une petite boule fermée pour signifier que c'est compris. Et donc mon intervalle c'est ce truc-ci. Est-ce que vous pourriez me montrer que ce machin-là est dans la sigma algèbre de Borel? Donc là déjà il faut se souvenir de ce que ça veut dire être dans la sigma algèbre. Donc être dans la sigma algèbre, ça veut dire que ça peut s'écrire sous forme d'union, d'intersection, de complémentaire, de gens de cette forme-là. Je crois que vous voyez pas très bien de quoi je veux parler. Donc je vais... Est-ce qu'on pourrait pas prendre deux ensemble et prendre leur intersection qui vaudra justement 0,1? Je sais pas qui parlait, mais oui, exactement, Kylian. C'est exactement ça. Est-ce que tu peux être encore plus précis? Mais donc ici, comme on prend il faut un intervalle qui aille jusqu'à moins l'infini. Et on peut prendre par exemple qui va jusqu'à 2. Et alors après on prend un autre intervalle. Quoi, 2? Ah oui, non, je sais pas, je voulais prendre une intersection pour obtenir finalement 0,1. Bah vas-y, c'est plus simple que ce que tu crois, je crois. 1. Fais-le. Donc, moi, ça m'aide toujours de faire un dessin. Je fais des dessins très mauvais, mais... Donc, je vais aller jusque... Je veux récupérer ça en prenant les intersections de trucs de cette forme-là. Ah oui, et puis je prends jusque 1 et puis je prends l'intervalle 0,1. Exactement. Donc, je prends moins l'infini 1 et je prends la différence avec l'intervalle moins l'infini 0. Est-ce que vous voyez ça? On a déjà vu que si on avait deux ensembles A et B qui appartiennent à une sigma algèbre, leur différence appartient à la sigma algèbre. On a vu ça il y a longtemps, hier. Donc, si ça appartient à B, bah oui, par définition, c'est ceci pour x qui vaut 1. Ça, est-ce que ça appartient à B? Bah oui, par définition, parce que c'est ceci pour x qui vaut 1. Et donc, leur différence appartient bien à la sigma algèbre. Donc, l'intervalle ouvert, fermé, 0, 1 appartient bien à la sigma algèbre. Vous voyez ça? Peut-être un petit peu plus compliqué. Alors, plus dur celui-ci. Est-ce que vous arriverez à me montrer que 0, 1, donc fermé, ouvert, appartient à la sigma algèbre de Borel? Ah non, je vais prendre ouvert, fermé plutôt. Non, non, qu'est-ce que je raconte? Attendez, est-ce que je vais en faire un pas trop compliqué? Je suis mauvais. Ah, j'ai pas d'idée de pas compliqué. Je vais en faire un plus simple encore, désolé, parce que je veux commencer simple. Et donc, est-ce que vous pouvez me montrer que l'intervalle 1 infini, donc ouvert, appartient à B? Ça, c'est facile. Est-ce que vous pouvez montrer ça? On peut dire que c'est le complémentaire de l'intervalle moins l'infini 1. Exactement. C'était même un peu trop facile. Désolé. Celui-ci, c'est bon. Ça vous va?
En fait, l'ennui, c'est qu'après, ça va tout de suite devenir compliqué, je crois. Oui, et donc, est-ce que vous pouvez me montrer que l'intervalle... Bah non, c'est débile ce que je vais faire là. Bah, je vais en faire un compliqué. Hein. Quoique. Non, je vais en faire un compliqué. En fait, je prépare jamais ce truc-ci. Et chaque fois, parfois, il y a des années où je suis bon, il y a des années où je suis mauvais. Cette année-ci, je suis mauvais, je crois. Est-ce que vous pouvez me montrer que cet intervalle-là... Allez, plutôt que prendre 0,1, je vais changer un peu. Est-ce que vous pouvez me montrer que l'intervalle 1,2 est dans B? Attention, c'est vache parce que j'ai un qui est compris maintenant et pas compris. Quelqu'un. Donc là, je crois qu'il faut être malin. Je crois qu'il faut être bien malin là. On peut prendre 2 intervalles, mais qui vont l'un plus loin que 2 et l'autre avant 1. J'aime bien, mais tu vas avoir un souci parce que si tu fais ça, je suis d'accord. Hein. En fait, c'est exactement ça qu'il faut faire. Mais donc, on peut aller jusque 2 sans souci. Mais toi, ce que tu me dis, c'est que tu veux aller un tout petit peu avant 1. Parce que celui-là, on sait qu'on est bon. Donc, on sait déjà que 1, 2, c'est bon. 1, 2, c'est bon. Et en fait, on sait aussi que A2 est bon pour tout A. En fait. Pour tout A strictement plus petit que 2, pardon. Et donc, ici, si je mets A ici, c'est bon. Et je peux me rapprocher autant que je veux. Mais j'ai un souci, c'est que moi, je veux m'arrêter et comprendre celui-ci. Comment tu fais ça? N'hésitez pas à lui venir en aide. Pas d'intuition? Faut faire un... Ce qui serait chouette... En fait, c'est peut-être plus clair. Regardez. Donc, je vais... Donc, l'intervalle... Donc, si mon A, il est ici, l'intervalle qui est ici, celui-là, c'est bon. Je sais qu'il est dans la cible algèbre de Borel, parce que cet intervalle-là, bah, je peux l'écrire sous cette forme-là. Vous comprenez ce que je raconte, là? Donc, je m'adresse qu'aux 8 que je vois. Hein. Les autres, je suis désolé, mais comme je vois pas vos têtes, je sais pas faire grand-chose. Donc, ça va. Donc, vous voyez, donc, chaque fois qu'on a... Donc, ces intervalles-ci sont bons. Et donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est se rapprocher de plus en plus de celui-là jusqu'à l'inclure. Est-ce que quelqu'un a une idée de comment on pourrait faire ça? Ou alors, on va plutôt partir d'ici et puis se rapprocher de plus en plus comme ci jusqu'à l'obtenir. Bon, je vais vous écrire ce que je cherche à faire. Ce sera plus simple que de vous raconter du charabier, là. Comment je vais faire? Je vais dire que 1, 2, c'est quoi? C'est l'intersection au n qui va de 1 à l'infini des 1 moins 1 sur n 2. Ah oui, ça c'est bien. Vous voyez ça? Oui, avec des unions ou des... Donc Lucas, j'avais pas vu vos messages avant, je suis désolé. Donc effectivement, on va prendre une limite, on va prendre des unions, on va faire une opération un peu compliquée. Est-ce que vous voyez ceci? Que 1, 2, l'intervalle 1, 2, c'est l'intersection de tous les intervalles de cette forme-ci. Oui? Et que 1 est bien inclus. Parce que 1, il appartient, donc ici, c'est quoi? C'est que j'ai pris ici, j'ai pris 1 moins 1 demi, intersecté avec 1 moins 1 tiers, intersecté avec 1 moins 1 quart, intersecté avec 1 moins 1 cinquième, 1 sixième, 1 septième, 1 huitième, 1 neuvième, etc. jusqu'à l'infini. Et donc il n'y a aucun point avant 1 qui est dedans, et tous les points à partir de 1 sont dedans. Comment est-ce qu'on prouve ceci? On le prouve courageusement. Si x appartient à 1, 2, alors x plus grand que 1 moins 1 sur n, je vais recommencer ça dans l'autre sens. Donc ça devrait vous rappeler vos cours d'analyse de tout début d'année en fait. Hein. Si x est quelque part entre 1 et 2, donc si je prends un point x genre ici, qu'est-ce que je sais sur ce x? Je sais qu'il est plus grand que 1 moins 1 sur n pour tout n, et il est plus petit ou égal à 2
pour tout n. Plus grand ou égal à 1. Du coup, x appartient à ceci pour tout n. Du coup, x appartient à l'intersection. Oui? Et donc 1, 2 est bien inclus à l'intersection. Dans l'autre sens, si x appartient à l'intersection pour n qui va de 1 à l'infini de 1 moins 1 sur n 2, ça veut dire quoi? Ça veut dire que x il est nécessairement plus grand ou égal à 2, plus petit ou égal à 2, et x est plus grand strictement que 1 moins 1 sur n pour tout n. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que x il est plus grand ou égal à 1 en passant à la limite. Et donc, je vais me permettre de tricher un peu. Et donc, on a l'inclusion dans l'autre sens. Ça vous va? Ok. L'enthousiasme se lit sur votre visage. OTP, vous en ferez d'autres, des comme ça. À l'examen, d'office, je vous demanderai... donc c'est une question d'examen à annoncer à l'avance, qu'on a déjà vu aujourd'hui, donc. À l'examen, je vous dirai montrer que, puis je prendrai un ensemble choisi un peu au pif, et je vous dirai montrer que cet ensemble-là appartient à un sigma algèbre de Borel, machin. Et il faudra faire une construction comme ça, il faudra être un peu malin. OTP, vous allez en voir quand même pas mal. Donc, ce sera grosso modo un exercice. En principe, c'est l'exercice que tout le monde réussit. Ça va? Donc, si je mets des questions comme ça parce que ça me permet de dire à ceux qui n'arrivent pas à faire celle-là que en fait, voilà. S'ils n'ont même pas réussi ça, c'est un peu gênant. Donc, ceci, vous aurez d'office. Et vous y arriverez d'office. Donc, à examen, je dirais. Ah, mais tu dis quoi? Moins l'infini. Moins l'infini de 2. Ah, t'es plus malin que moi. Ah oui, t'es beaucoup plus malin que moi, Ahmed. J'ai fait un truc super compliqué. T'as peut-être faux, hein. T'as peut-être faux. Attends, je garde un petit espoir. J'ai fait un truc super compliqué, mais en fait, il y avait beaucoup plus simple. Je suis vaguement gêné. En fait, depuis tout à l'heure, je réfléchis à ça, mais je n'étais pas sûr. Non, t'as raison. Et donc, ma vie serait tellement plus simple si j'étais plus malin. Je suis d'accord avec toi. Monsieur, ça comprend pas le 1, puisque le complémentaire de moins l'infini 1. Ah si, non, t'as pas raison, merci, tu me sauves. Myriam, tu me sauves, mon honneur est sauf. Non, ça marche pas. Donc, oui, ouf. Du coup, le 1, non, ça marche pas. Ah, ouf. Donc, je sais pas si vous voyez pourquoi ça marche pas, parce qu'il manque le 1 à cause de ce truc-ci. Donc, je suis quand même vaguement sauvé. Mais c'est pas pour ça que j'ai pas fait un truc super compliqué alors qu'on aurait pu faire plus simple. Ça ne veut rien dire. Ça veut juste dire que le truc d'Ahmed ne fonctionne pas parce qu'il nous manque le 1. Mais du coup, si dans l'exemple c'était 1, mais avec l'intervalle qui n'était pas fermé mais qui était ouvert, à ce moment-là, ça aurait marché. C'est ça. Donc, si tu veux prouver ce truc-ci, tu peux aussi écrire ça comme ça. Comme ça, ouvert, complémentaire, intersecté avec moins l'infini 2. Là, je suis d'accord avec le ouvert ici. Mais du coup, tu dois d'abord montrer que les intervalles de la forme moins l'infini ouvert, ici, sont dedans. Ce qu'on n'a pas. Parce que pour l'instant, tout ce qu'on sait, nous, c'est que ces intervalles avec le fermé ici sont dedans. Tu vois ça? Oui, je vois ça, merci. Alors, dans les notes à la page 12, je fais ça différemment. C'est-à-dire que dans les notes, je fais ça, en fait, plutôt intelligemment, je crois. Oui, je fais ça plutôt intelligemment. Dans les notes, je fais, mais je vous laisse lire et vous lirez ça tranquillement. Et puis, évidemment, je suis disponible si vous avez des questions. Donc, dans
le syllabus, page 12, donc dites dactylographié. Je commence par montrer que les singletons sont dans les boréliens. Et ça, c'est une top idée. Parce qu'une fois qu'on a montré que les singletons sont dedans, ben alors c'est super pratique. Parce que quoi? Ben parce que je sais que grâce au premier point, on a montré ici, on a montré que les intervalles de cette forme-là sont dans les boréliens. Et du coup, si je prends ça, ben, l'intervalle AB fermé, fermé, c'est simplement singleton A en union avec, AB, et donc c'est bon. Et du coup, ouvert, ouvert, c'est bon aussi. Et donc, c'est en fait une bonne idée d'avoir commencé par montrer ceci pour ensuite pouvoir montrer les autres plus facilement. Mais je vous le fais pas, je vous laisse lire les notes dactylographiées et je répète, je suis disponible. C'est normal que vous ne compreniez pas ceci de manière instantanée, c'est tout à fait normal. La moitié de la classe est probablement perdue par rapport à ceci. Je vais quand même avancer, mais quand vous aurez relu à tête reposée, si vous n'y arrivez pas, vous me demandez et je vous explique avec joie. C'est un exercice DTP aussi. Et donc, on est bon. Enfin, donc, on va y arriver. Vous y arriverez. Je vous assure qu'il y a une petite joie à réussir à faire cet exercice efficacement. Petite joie, toute petite joie. Voilà. Alors, il y a un théorème que nous ne prouverons pas, mais que nous allons quand même utiliser. Et donc, je ne vais pas le prouver simplement parce que vous n'avez pas le niveau, en fait, encore. Donc, ce serait consacrer 1 heure à quelque chose qui vous prendra littéralement 10 minutes l'année prochaine. Donc, voilà, je ne le fais pas. Vous y reviendrez, c'est peut-être pas l'année prochaine. Je ne sais pas très bien quand vous allez prouver ça. Mais vous allez prouver les choses suivantes. Les définitions suivantes sont équivalentes. La sigma algèbre de Borel sur R. Donc, par définition, c'est la sigma algèbre engendrée par les demi-droites fermées. OK. Donc ça, c'est la définition qu'on a donnée. Mais en fait, c'est pareil à dire que c'est la sigma algèbre engendrée par les intervalles fermés, fermés. Mais en fait, c'est équivalent aussi à la sigma algèbre engendrée par les intervalles ouverts, enfin ouverts, fermés. Vous avez compris le principe, quoi. C'est équivalent à avoir la sigma algèbre engendrée par les intervalles demi-droite, mais maintenant ouvert, ouvert. En fait, tant que je mets un intervalle ici, la sigma algèbre qui contient cet intervalle, que l'intervalle soit ouvert, fermé, borné ou pas, ça ne change rien. La construction finale est toujours la même, c'est toujours la même que celle-ci. Et donc, quel que soit le point de départ, on obtient la sigma algèbre de Borel. Et c'est pour ça que c'est celle-là qu'on aime tant, c'est que tous les ensembles que vous arriverez à imaginer dans votre tête, tous les ensembles mesurables, en fait, ils seront obtenus par opération ensembliste sur des intervalles. Et tous ces intervalles, tous ces ensembles sont dans la sigma algèbre de Borel. Ça contient tout ce dont vous allez avoir besoin pour faire les probas. Et alors, donc, quelque part, vous avez le niveau pour prouver ceci. C'est un peu long, mais vous avez le niveau. Par contre, vous n'avez pas le niveau pour prouver le suivant.
C'est la sigma algèbre. C'est la sigma algèbre de l'ensemble des fermés de R. Et c'est la même chose que la sigma algèbre de l'ensemble des ouverts de R. Est-ce que vous avez déjà vu ce que c'était un fermé? Et après, je réponds à la question de Lucas, qui est très très pertinente. Vous avez déjà vu ce que c'était un ouvert et un fermé? Non, mais c'est pas grave, on va pas jouer avec. Mais donc, vous n'avez pas le niveau pour prouver ceci parce que en fait, vous n'avez pas encore bien défini, vous n'avez pas encore fait de topologie. Quand vous aurez fait de la topologie, bah, vous pourrez faire ceci et ce sera très très simple. Et en fait, je crois que même la bonne définition de sigma algèbre de Borel, c'est celle-là, c'est la sigma algèbre des ouverts d'un ensemble. Partant de là, on peut définir une sigma algèbre sur n'importe quel espace topologique, même si on n'a pas une notion d'ordre comme ici. Lucas, on peut aussi faire des demi-droites qui partent vers plus l'infini. Oui, oui, tout à fait. Tu peux, si tu veux, je peux t'en écrire un. C'est la sigma algèbre de l'ensemble des intervalles de la forme x plus l'infini avec x qui est dans R. Etc. Et donc, vous voyez oui? Monsieur, mais pourquoi alors on ne pourrait pas juste utiliser ce théorème directement pour l'exemple qu'on a fait précédemment? Parce que c'est pas marrant. Ah. Ok. C'est tout. Ici, je triche parce que je ne l'ai pas prouvé, ce théorème. Donc, c'est un peu nul d'utiliser le théorème qu'on n'a pas prouvé pour prouver quelque chose. À l'examen, ce que je vous dirais, c'est démontrer de façon exacte que, par exemple, je vous dirais, considérons la sigma algèbre qui s'écrit comme ceci, démontrer que l'ensemble, je crois que j'avais fait ça une année, donc exemple de question examen. Démontrer, sans faire appel à des résultats du cours, pour les gens comme toi, que, je sais pas moi, au hasard, 1, 4 en union avec le 5 de ton 8 appartient à la sigma algèbre qui contient l'ensemble des intervalles de la forme x plus l'infini avec x dans R. Et donc là, tu joues, quoi. Tu dis, bah ok, bah, pour prouver ceci, bah, je vais d'abord prouver... Enfin, moi, ce que je ferais dans ce cas-là, en fait, c'est toujours la même chose. Hein. On prend le truc là, on montre que ce truc-là contient les singletons, et puis on montre que ça contient les intervalles, et puis on joue. Vous voyez l'idée? Si vous avez un peu d'énergie, genre ce week-end, vous pouvez déjà jouer à ça et essayer de voir si vous comprenez la question. Et si vous arrivez à écrire quelque chose, n'hésitez pas à me l'envoyer. Et alors, moi, je jette un coup d'œil et je vous dis si c'est bien ou si c'est pas bien. C'est particulièrement pertinent pour moi de voir si... Comment dire? C'est utile pour moi de voir vos glyphes parce que parfois, vous avez l'impression de répondre à ma question alors qu'en fait, vous racontez n'importe quoi. Et donc, ce sera utile pour moi de vous dire, bah, en fait, non, là, désolé, mais c'est n'importe quoi ce que tu dis. Et alors, ce sera, voilà, c'est un bon échange de pouvoir vous signaler à temps quand vous êtes à côté de la plaque. Et ça signifie aussi que, bah, pour moi, c'est bien, parce que parfois, j'ai l'impression qu'on me comprend parce que vous êtes poli, mais en fait, vous comprenez rien à ce que je dis. Et alors, ça me rappelle que je dois me désenthousiasmer. J'ai une personnalité enthousiaste, et parfois, je suis tout seul à m'enthousiasmer. Mais comme les gens sont gentils, ils n'osent pas me dire. Ils sourient. Bref, c'est une autre histoire, l'histoire de ma vie. Lucas, on dit qu'un ensemble est ouvert si pour tout élément de cet ensemble il existe B. Oui, enfin, utiliser un B pour ça, c'est sacrilège. Tu dois utiliser autre chose qu'un B. Tu dois utiliser un epsilon. Ou à la limite un eta. Ou un delta. Tu peux utiliser un delta. Mais pas un B, c'est scandaleux ça. Une autre définition, c'est fermé. Bah, tu changes de clavier. Une autre définition, c'est un fermé. Un fermé, c'est un ensemble qui contient toutes ses limites. Donc, vous prenez des points dans cet ensemble, vous regardez les limites que vous pouvez obtenir. Et si l'ensemble contient toutes ces limites de toutes les suites qu'on peut faire dedans, bah, votre ensemble est fermé. Et du coup, un ouvert, c'est un complémentaire d'un fermé. Bah, vous ferez ça. C'est très chouette. Vous ferez de la topologie dans quelques temps. Et vous verrez, c'est super. C'est vraiment très gai. C'est vraiment très gai.
Je crois qu'on est bientôt prêt pour faire une pause. Mon Dieu, je n'avance pas. Alors, section 1.4. J'avais pas encore de section. On arrive enfin dans le vif du sujet. On arrive enfin dans le sujet, plutôt. Mesure de probabilité. Sans S, pardon. Mesure de probabilité. Alors, notre but, je répète, le but de ce cours, c'est de vous donner les outils pour pouvoir assigner des probabilités à des événements. On a passé la section 1.3 à définir ce que c'était un événement. Un événement, c'est un élément d'une sigma-algèbre. Pourquoi est-ce qu'on a inventé ces sigma-algèbres? Pas simplement pour vous torturer, mais parce que, en général, la sigma-algèbre des parties n'est pas adaptée pour faire des calculs. On a besoin d'un truc différent qu'on appelle la sigma-algèbre de Borel. Du coup, j'ai dû vous expliquer ce que c'était une sigma-algèbre. Vous reverrez tout, j'ai déjà dit, je me répète, vous reverrez tout ceci en 3e année dans votre cours de théorie de la mesure. Ici, tout ce que je vous demande, c'est de retenir la définition, donc définition d'une sigma-algèbre, définition de la sigma-algèbre de Borel, et de savoir jouer avec ces trucs-là. Donc, je vous donnerai d'office un petit ensemble et vous devrez montrer que ça appartient à la sigma-algèbre. Donc, c'est des petits jeux pour l'instant, on va pas très loin. Maintenant qu'on a ceci, on a notre oméga, on a notre collection d'événements, et maintenant, on va assigner des probas. Assigner des probas, c'est quoi? On va construire. Donc, nous, on fait pas de philo. Enfin, moi, je ne fais pas de philo. Je veux juste une fonction qui fait quoi? Je vais l'appeler P. Je vais la noter P double barre parce que sinon, on commence à mélanger. Donc, je vais systématiquement utiliser le P double barre. Et cette fonction-là, elle fait quoi? Elle part de la sigma algèbre. Elle part de ma collection d'événements. Et elle est à image dans R. Et elle envoie un nombre A sur P de A, ce nombre-là. Pardon, je recommence, parce que j'ai dit une bêtise. Elle envoie un événement A sur un nombre appelé P de A, qui est appelé probabilité de A. Moi, c'est ça que je veux. Alors, cette fonction, qu'est-ce qu'elle doit faire? Je crois qu'il n'est pas déraisonnable de dire que toute personne sur la planète a une idée intuitive de ce qu'est une proba. Personne n'a pas d'idée de ce que signifie la probabilité de quelque chose. Si je vous dis que vous avez 60% de quelque chose, vous savez qu'il y a plus qu'une chance sur deux. Après, philosophiquement, je ne sais pas très bien ce que ça signifie, mais on a une idée de ce que ça veut dire. En tout cas, on a une idée on a l'impression qu'on a une intuition sur ce que ça veut dire. Donc, intuitivement, je fais ça et puis je fais une pause. Intuitivement, disons que si on devait la définir au talent, j'aime bien cette expression, au talent. Il y a parfois des élèves qui me disent ça. Ah, j'y suis allé au talent, monsieur, votre examen. Là, oui, t'as 6. Au talent, on pourrait dire, d'office, on veut que une probabilité soit positive. Ça n'aurait pas de sens, sinon. De toute façon, ça n'existe pas. Il n'y a pas de probabilité négative. Il y a des mesures qui peuvent être négatives, mais ça, c'est autre chose. Qu'est-ce qu'on veut d'autre? On veut que la probabilité de oméga soit 1. Ça me paraît aussi, ou 100%, comme vous préférez. On veut que ce soit standardisé, entre 0 et 1. On avait déjà dit ça au premier coup. On veut quoi d'autre? On veut que la probabilité qu'un événement n'arrive pas, on veut que ce soit ça. Je ne sais pas si vous le voyez, ça paraît logique, vous l'avez déjà tous fait dans votre tête. Quelles sont les chances que ceci se passe? C'est 1 moins les chances que ça ne se passe pas. On veut que si A est inclus à B, alors P de A, ça c'est peut-être moins évident qu'on veut ça, mais je vous laisse y réfléchir un tout petit peu. Est-ce que ça vous paraît logique? Donc si A est inclus à B, ça veut dire que A implique B, c'est-à-dire que chaque fois que A arrive, B arrive, mais peut-être que quand B arrive, A n'arrive pas. Donc il y a moins de chances d'avoir A que B. Je vous le refais. En fait, c'est peut-être même mieux en dessin en patate. On a A qui est ici, on a B qui est là. Évidemment, on veut que la mesure de B soit plus grande que la mesure de A. Il y a plus de gens dans B que dans A. Je sais pas, qu'est-ce qu'on voudrait d'autre? On voudrait aussi que, par exemple, on voudrait que si A et B sont disjoints, on voudrait que P de A et B, pardon, union B, soit égal à P de A plus P de B. Ça me paraît aussi logique.
etc., etc. Je veux dire, il y a tout plein de trucs qu'on veut qu'ils se passent. Plein. Il y a toute une série de règles. Je veux dire, certains d'entre vous ont déjà vu des probabilités conditionnelles. On veut pouvoir définir des probabilités conditionnelles. On veut pouvoir dire que si A et B sont indépendants, la probabilité de A et B, c'est P de A fois P de B. Enfin, voilà, il y a tout plein de trucs qu'on a intuitivement dans notre tête. Et en fait, bah, de nouveau, je répète, c'est une merveille. Cette définition que je vais vous donner est une merveille absolue. De même que pour avoir une collection d'événements qui fasse sens, on n'avait besoin que de 3 choses, sigma algèbre, oméga dans A, complémentaire dans A, union dénombrable dans A. Bah, pour avoir une mesure de probabilité, on n'a pas besoin de grand-chose. Soit oméga, un univers, A, donc soit A, une sigma algèbre sur oméga, un ensemble. Remarquez à nouveau que je n'ai rien spécifié sur oméga. Oméga peut être de toute nature. Et donc, non, c'est pas très bien écrit mon truc. Une application P qui part de A et qui était à image dans 0, 1, tel que c'est normalisé et c'est sigma additif. J'ai gagné un tout petit peu de place, comme ça je peux mettre tout sur une ligne. Donc, une application qui fait 3 choses. 1, c'est à image dans 0, 1. 2, l'univers a une probabilité de 1. 3, la probabilité d'une union disjointe, c'est la somme des probas. Cette propriété s'appelle la sigma additivité. Une application qui fait ça, c'est une mesure de probabilité. Donc, ce que je vous raconte là, est absolument, c'est fou. Toutes les probas, tout ce que vous allez pouvoir imaginer dans votre tête qui va pouvoir servir comme proba, va satisfaire cette définition super simple. 3 choses. 1, 2, 3. C'est tout. Et avec ça, on construit, on construit un monde, quoi. J'ai un triplet, donc je termine et puis je vous fais la pause promise. Pause promise. Le triplet oméga, donc un univers équipé d'une sigma algèbre A, équipé d'une mesure de probabilité P, est ce qu'on appelle un espace probabilisé. Voilà. On va faire une pause de 7 minutes, on reprend à 15h10. Et je vais arrêter l'enregistrement.